Bonjour à tous, dans ce chapitre, on va parler des transmissions et transformations de mouvements. Autrement dit, quels sont les différents systèmes que vous allez rencontrer qui vont permettre de passer d'un mouvement à un autre, ou éventuellement de garder le même mouvement mais dans des vitesses différentes, etc. Alors pour ce cours en fait un petit peu particulier, parce que c'est un cours catalogue, vous avez à votre disposition un PDF. Si je ne vous l'ai pas donné, il est sur le Drive. Qui contient déjà toutes les relations que vous allez voir dans cette vidéo. Donc inutile de vous acharner à prendre des notes sur les relations mathématiques. Contentez-vous de compléter éventuellement cette fiche synthèse que vous avez sur le Drive. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par vous rappeler l'analyse globale d'un système. On a la chaîne d'énergie et d'information qui sont reliées entre elles, donc chacune ayant leur propre constituant, et on a bien sûr l'utilisation par l'homme qui, par la chaîne d'information, va pouvoir transmettre des ordres à la chaîne d'énergie pour entamer une action. La partie qui va nous intéresser ici, c'est la partie justement transmission. Donc comment le système va réussir à transmettre de l'énergie pour produire une action en particulier. La transmission va consister en fait à transformer la nature du mouvement fourni par un autre mouvement plus adapté à l'action qu'on veut produire en fait. Et donc ça va se faire par des mouvements principaux type rotation ou translation, des mouvements que vous connaissez très bien. Donc on va commencer notre étude des cas les plus courants. Donc on va commencer par le plus simple, c'est le système d'engrenage, et on va donner quelques définitions autour de ce qu'on appellera la roue dentée d'un mécanisme que voici. Donc les définitions, bon, vous n'avez pas en première beaucoup de choses à connaître par cœur de toute façon. Donc voilà le vocabulaire le plus simple. Donc on a ce qu'on appelle HA ou le module. Donc le HA il est ici, donc on voit que c'est de la moitié de la dent jusqu'à son sommet. C'est ce qu'on appelle le module de la roue dentée. Et ensuite on a le diamètre primitif. Donc le diamètre primitif correspond à la mesure prise au cercle primitif que vous voyez ici. Donc on voit que c'est à peu près à la moitié de la dent. Notez bien que le diamètre primitif peut se calculer en faisant le module fois z, z étant le nombre de dents de ce qu'on appelle le pignon ou la roue dentée. On peut alors voir ce que je vais appeler le lien simple, un système à deux engrenages comme sur le dessin technique suivant. Donc les relations à connaître sont celles-ci, donc R étant ce qu'on appelle le rapport de réduction. Donc il est égal à N2 sur N1, c'est-à-dire N étant le nombre de tours par minute, N2 ça sera la sortie sur N1 l'entrée. Ça sera égal à oméga 2 sur oméga 1, donc les vitesses angulaires des engrenages, qui ne seront pas les mêmes en fonction du diamètre de la roue forcément. Égal au nombre de dents 1 sur nombre de dents 2 ou égal au diamètre 1 sur diamètre 2. Alors petite remarque, c'est que si le rapport de réduction est inférieur à 1, on parle de réducteur de couple. Souvent à la sortie des petits moteurs électriques, on a des axes qui vont tourner très vite. On n'a pas besoin d'avoir une telle vitesse de rotation sur les systèmes mécaniques, donc on va souvent utiliser ce type de réducteur. Mais s'il est plus grand que 1, on parle alors de multiplicateur de couple, qui va demander une grosse puissance au moteur. Vous rencontrerez également ce qu'on appelle des cascades d'engrenages, c'est tout simplement une suite. Donc là il y en a 5, voilà le schéma cinématique qui correspond, on voit bien les liaisons pivots ici. Donc l'engrenage 1 entraîne le 2, qui lui-même entraîne le 3, qui lui-même entraîne le 4, et donc finit par emmener le 5. Donc la relation à connaître pour le rapport de réduction, c'est N5 sur N1 égale à Z1 sur N5. Vous voyez, on retrouve N sortie sur N entrée comme tout à l'heure. Égale, par contre, on fait bien attention d'inverser, pour les dents, c'est l'inverse ici. Et voilà quelques avantages et inconvénients des systèmes d'engrenage. Donc ça permet effectivement d'avoir un bon rendement et une transmission de puissance élevée. Par contre, ça va générer des vibrations. Donc on verra éventuellement ensemble qu'il y a des engrenages avec une forme un petit peu particulière qui permettent de limiter ces vibrations et le bruit. Mais quoi qu'il en soit, on aura toujours besoin de lubrifier. Donc bref, il y a toujours une liste d'avantages et d'inconvénients. Vous n'avez pas à les connaître par cœur, mais ce sont des contraintes qui sont nécessaires d'être analysées dans le cahier des charges, éventuellement. Un autre système énormément utilisé, c'est ce qu'on appelle le train d'engrenage. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là les engrenages ne sont pas définis dans le même plan. Vous voyez, on a un plan ici avec le premier engrenage,
puis il y a une déportation dans un second plan qui va entraîner donc, sur le même plan un autre engrenage. Donc c'est ce qu'on utilise dans les boîtes de vitesse notamment. Donc système assez complexe. Au niveau de la relation du rapport de vitesse, elle est assez simple. On a moins 1 puissance alpha multiplié par un rapport, hein, donc produit des z menantes sur z menées. Donc maintenant on va voir un petit peu ce vocabulaire-là. Commençons par les contacts extérieurs. Donc si je prends cet exemple-là, on a ici, on va compter les contacts ensemble. Ce qu'ils appellent les contacts extérieurs, c'est tout simplement les contacts entre engrenages. On en a un ici et un ici. Donc ici on aura alpha qui sera égal à 3. Et dans cet autre exemple, bon, je vous laisse mettre pause et éventuellement les compter. Allez, allez. Allez, on met pause. On a bien 1, 2, 3, 4, 5. Alpha égale 5. Contact extérieur. Et ensuite, on a l'histoire des menants-menés. Donc là, bon, c'est assez intuitif, mais au cas où, je le fais quand même. Si on suppose que cette partie-là est entraînée par un moteur ou une roue qui tourne ou je sais pas quoi, c'est ce qu'on va appeler une menante. Et il y en aura plusieurs. Donc la 1 est une menante. Elle va entraîner l'engrenage 2 qui va être ce qu'on appelle une menée. Cette menée, par l'intermédiaire de la roue 3, va devenir menante pour la roue 4 qui sera alors menée. La roue 4 qui sera alors menante pour la roue 6 qui sera menée. Bon, etc., etc. Donc là, il faudra bien faire la distinction quand vous analyserez notamment la feuille de TD que je vous ai mis sur le drive. Une remarque importante par rapport à la puissance alpha, c'est qu'en fonction de s'il est pair ou impair, on pourra donner des conclusions par rapport au sens de rotation. Je m'explique. Si alpha est pair, on aura forcément un rapport de réduction qui sera positif, puisque le moins ici va gicler si alpha est pair. Dans ce cas-là, on a une roue de sortie qui est dans le même sens que celle d'entrée. Regardez cet exemple. On a la roue d'entrée qui est ici. La roue d'entrée ici tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on constate que la roue de sortie tourne dans le même sens. On va donc compter les points de contact. On en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc un nombre pair. Et on a bien des sens de rotation qui sont identiques. A contrario, si alpha est impair, du coup on aura un R inférieur à 1 et on pourra conclure que la roue de sortie est dans le sens inverse de celle de l'entrée. C'est l'exemple par exemple pour un point de contact. Là c'est assez évident, hein. On a une roue qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre sens. Un autre système mécanique très utilisé, c'est le système pignon-crémaillère. Il va pouvoir transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation. C'est un système réversible, puisque si je peux très bien translater la crémaillère ici, ce qui fera tourner le pignon ou le contraire. Donc c'est très utilisé notamment dans l'automobile, hein, pour la transmission de direction. Lorsque je tourne le volant, je vais tourner le pignon, qui va actionner la crémaillère, et par le biais de la biellette et des portes-fusées, on va pouvoir faire pivoter les roues. Ce qui peut être intéressant, c'est d'analyser la puissance, hein. Si je suppose ce système-là, donc le point d'entrée c'est le volant, donc la puissance va pouvoir être calculée en faisant le couple du volant multiplié par la vitesse de rotation. Et donc en sortie, on aura une translation de la crémaillère qui aura donc une certaine vitesse. Et donc on calculera en faisant la force fois la vitesse, la puissance. On peut lister quelques avantages et inconvénients, hein, étant donné qu'il y a des dents sur le système, on n'aura aucun glissement, hein, donc une bonne précision de la direction pour un véhicule. On peut transmettre une force assez importante. Par contre, voilà, ça génère beaucoup d'usure, hein, ça peut être un problème. Donc encore une fois, c'est une liste qui n'est pas à connaître par cœur, hein. Vous verrez dans le cahier des charges éventuellement, et si on vous demande de citer quelques avantages et inconvénients, vous serez en mesure de les donner. Alors les relations à connaître, hein, seront celles qui permettent d'obtenir le déplacement de la crémaillère. Donc il se calcule assez simplement, hein, c'est le rayon du pignon fois l'angle de rotation du pignon, en radian, attention les dents par contre, hein, en radian. Et on a également la vitesse de la crémaillère qu'on peut être amené à quantifier. Donc c'est tout simplement le rayon du pignon fois la vitesse du pignon en radian par seconde.
Le prochain système s'appelle le système de vis sans fin. Il est pas mal utilisé notamment pour la confection des treuils qui permettent de tirer de lourdes charges sans beaucoup d'efforts. Donc au niveau du calcul de puissance, c'est assez simple hein, puisque c'est deux rotations, donc le même mode de calcul pour l'entrée et la sortie. Quelques avantages et inconvénients ici, hein, donc on a peu de vibrations, c'est silencieux, c'est fiable. Les inconvénients, bah, par contre, il faut que ce soit très précis, parce que comme c'est pour destiné à des lourdes charges, c'est clair qu'il faut que les dents soient bien imbriquées dans les filets. Concernant les relations, voilà, donc on a n roue sur n vis égale à z vis sur z roue. Z vis, c'est le nombre de filets de la vis, et z roue, le nombre de dents. Voilà pour ce système. Voilà le système maintenant appelé vis écrou, hein, que vous connaissez, on en avait déjà parlé. Donc on le retrouve notamment dans les tubes de colle, hein, par exemple. C'est un système qui va être réversible, hein. On va avoir une rotation transmise en translation ou le contraire. Ici, si on suppose qu'on a commencé par une translation, on va pouvoir calculer la puissance comme étant une force fois la vitesse. Et puis ensuite une rotation, donc le couple fois la vitesse angulaire de rotation, donc comme d'habitude. Quelques avantages et inconvénients, donc ça permet d'exercer des forces et des pressions importantes. Par contre, c'est fragile, hein, notamment les billes hein, qui peuvent finir par partir, par quitter le système lorsque ça va être usé. Voilà, quelques avantages et inconvénients. Concernant les choses qu'on peut vous demander de quantifier, bah, c'est toujours pareil, hein. Là, comme on a une translation, on va vous demander éventuellement de quantifier le déplacement. Donc c'est le pas fois le nombre de tours effectués. Donc voilà comment on va mesurer le pas. Si on a un seul filet, on va aller de là à là, et puis deux filets, on prendra le double. Et on peut vous demander aussi la vitesse, bien sûr, de translation. Donc, c'est le pas fois le nombre de tours par minute divisé par 60. Alors attention cependant déjà au nombre de tours. Ici n, je rappelle que c'est θ sur 2π, on l'avait déjà démontré, hein. Si on fait un produit en croix, hein, un tour c'est 360 degrés ou 2π. Donc le nombre de tours, ça correspond à un angle θ. Donc nombre de tours égale à θ sur 2π. Et bien sûr, une remarque sur la vitesse, qui ici est en millimètres par seconde. Si on voulait du mètre par seconde, il suffirait ici de multiplier par 10 puissance moins 3. Notez-le quand même sur votre PDF là, parce que voilà, ça peut être un petit piège en devoir. Le système qu'on va voir maintenant est beaucoup utilisé aussi, hein, c'est le système poulie-courroie, donc on le retrouve dans les moteurs. Hein, ici on a la fameuse courroie de distribution qu'il faut changer régulièrement sur les véhicules. Et on la retrouve aussi sur les tambours de machine à laver. Concernant les calculs de puissance, bon, c'est des rotations à chaque fois, donc on n'a pas rien de particulier ici. Quelques avantages et inconvénients, moi c'est vrai que c'est silencieux, ça ne demande pas de lubrification. Et donc concernant les inconvénients, c'est l'usure, j'en parlais tout à l'heure, il faut changer la courroie régulièrement, y compris sur les lave-linges d'ailleurs. Et concernant les lois à connaître, bon, là, on a le rapport de transmission, N2 sur N1 égale D1 sur D2, comme d'habitude. Et par contre, la vitesse de la courroie, on pourrait vous la demander aussi. Donc D1 sur 2 fois oméga 1 ou D2 sur 2 fois oméga 2. Donc attention aux unités. Voyons maintenant le système pignon-chaîne, qui peut être également utilisé dans les moteurs. Le plus courant peut-être c'est de parler du vélo, hein. Donc on a les pignons ici, puis la chaîne. Donc les avantages, c'est que c'est robuste, hein, c'est pour ça qu'on va utiliser ça dans les vélos hein, plutôt qu'une courroie. Et les inconvénients, c'est la vitesse de rotation qui va être peu élevée et qui nécessite une lubrification. C'est pour ça que dans certaines motos, maintenant, on arrive à passer aux courroies plutôt qu'aux chaînes, hein, parce que les courroies ne demanderont pas de lubrification et puis c'est plus facile à changer. Et puis on n'a pas ce côté bruyant aussi. Concernant les lois d'entrée et de sortie, c'est la même chose, hein, comme on a des engrenages, hein, c'est le même principe. Et vous pouvez être amené, comme pour la courroie, à calculer la vitesse de la chaîne. Donc la relation est la même. Un autre système que vous avez peu de chance de voir en détail cette année, hein, c'est le système CAM. En fait, ce qui se passe, c'est que si cette pièce rentre en rotation, de par sa forme, elle va imposer un mouvement de translation à cette pièce jaune ici.
Donc voilà, c'est utilisé dans l'automobile, c'est utilisé dans pas mal de situations en fait, hein. Donc ça transforme un mouvement de rotation en un mouvement de translation alternatif, puisque je le disais, en fonction de la forme qu'on va avoir ici, on aura un mouvement alternatif, quoi. Un coup ça monte, un coup ça descend. Et l'amplitude du mouvement est liée à la dimension de la cam, hein, donc cette pièce-là. Au niveau des calculs de puissance, comme je vous l'ai dit, rotation et translation, donc si on suppose que c'est la cam qui tourne en premier, parce que c'est un système irréversible, donc C fois W, et puis en sortie, pour la translation, F fois V, rien de spécial ici. Quelques avantages et inconvénients. Donc ça permet un ajustement précis dans la mesure où on peut modifier la dimension de la cam. Et inconvénients, c'est les risques de vibration qu'on pourrait avoir, éventuellement, entre autres. Le système de bielle-manivelle maintenant, qu'on a vu en détail cette année, et qu'on va revoir encore plus tard. Donc il permet de passer d'un système de rotation à un système de translation. Donc voilà pour les puissances. Voilà les caractéristiques à connaître pour la bielle-manivelle. Donc voilà, on reparlera de ce système un peu plus en détail dans un autre chapitre. Le dernier système qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le système à croix de Malte. Voilà le dispositif. C'est pas mal utilisé dans les projecteurs de cinéma et également dans les montres, hein. On peut voir la croix de Malte, elle est ici. Donc en fait l'idée c'est d'avoir une rotation continue, donc par exemple de cette pièce rouge ici, ou de ce moteur là, et de transformer ça en rotation saccadée. Ça peut être nécessaire s'il y a besoin de temps d'attente entre une rotation et une autre. Et donc pour les calculs de puissance, on va avoir ici pour une rotation classique, couple fois vitesse angulaire, et donc une puissance de rotation non constante après, donc il va être difficile à quantifier. Et les lois d'entrée de sortie, c'est à connaître, c'est ça, le nombre de plateaux sur le nombre de croix qui sera égal au nombre de rainures du plateau sur le nombre de doigts. Donc le doigt c'est l'aiguille qui va venir ici dans cette fente. Et donc ça vous donnera cette égalité si on a pris les vitesses moyennes. Pour finir, je vous parle brièvement d'études de réversibilité. Donc ça, vous ne l'avez pas sur le PDF, rajoutez-le en remarque à côté des noms des systèmes à chaque fois. Donc retenez juste que, en particulier, le système pignon-crémaillère est bien réversible et que bielle manivelle et vis écrou sont réversibles dans une certaine mesure. Ok, voilà. Voilà, c'est la fin de ce cours, donc un cours un petit peu particulier, parce que c'est tout simplement un catalogue des systèmes que vous aurez l'occasion de rencontrer. Donc je vous laisse regarder et garder précieusement le PDF avec toutes les relations nécessaires pour l'étude de chaque système, et évidemment faire la feuille de TD que je vous ai donnée. Allez, à bientôt.